Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de TELUS, qui prône le dynamisme des médias et du journalisme au Québec. Bonsoir, Bruno Guglielminetti au microphone et vous écoutez une édition spéciale de Mon Carnet en direct de la 2e édition du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. C'est le 3e épisode d'une série de 4 qui vous parvient de Gaspésie et pour illustrer cette journée de discussion qui a été pleine et fort intéressante, j'ai pour vous encore ce soir 3 invités fort intéressants. On va parler de la crise de confiance envers les journalistes, envers les médias, avec un des grands patrons de Radio-Canada. On va parler de journalisme politique avec une journaliste devenue politicienne, et puis aujourd'hui, qui est de retour à la société civile. Et puis on va parler aussi avec 2 journalistes d'Haïti qui ont bravé bien des dangers pour venir rencontrer les festivaliers de la Baie des Chaleurs. On aura droit aussi au mot du festivalier. Et pour terminer le tout, tel que promis hier, une seconde chanson pour le festival. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont écrit au sujet de la chanson d'hier. Elle semble avoir été appréciée et c'était drôle parce que ce matin, quand je suis rentré sur le terrain du festival, j'ai croisé des organisateurs et ils étaient bien surpris. Ils n'étaient pas au courant que j'allais faire ça. Alors, ils ont été agréablement surpris d'entendre les paroles de la chanson et d'entendre la chanson. Alors, tant mieux, ça fait des heureux, mais j'espère que vous avez apprécié. Alors, j'ai une 2e chanson et ça sera à la fin de cet épisode. Alors, après cette courte pause, on parle confiance envers les médias et les journalistes. Grosse discussion ici lors d'un panel pour mieux comprendre la méfiance de certains citoyens envers les médias et envers les journalistes. Et parmi les panélistes présents, j'ai demandé à Jean-François Rioux, le directeur général des médias régionaux de Radio-Canada, de poursuivre la discussion avec moi. Et question de transparence, Jean-François et moi, on a commencé en même temps à Radio-Canada en Saskatchewan. Alors, si vous trouvez qu'il y a un peu de familiarité dans notre conversation, ça vient de là. Voici l'entrevue. Jean-François, quand toi tu regardes ça, selon toi, ça date de quand? Est-ce que c'est la pandémie ou est-ce que c'était déjà là auparavant? Je pense que c'était déjà là auparavant. La pandémie a juste accéléré les choses. Quand tu regardes ce qui fait que les plus jeunes évitent l'information, une des choses qui revient régulièrement, c'est la perte de confiance envers les institutions, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils ont trouvé que pendant la pandémie, peut-être que les médias étaient trop près des institutions. Ils nous ont vus plus comme des porte-voix que comme des chiens de garde, ce qu'on devrait être en quelque sorte en période. Alors, ça a accéléré ça, mais ça fait des années. Il y a plusieurs années, quand tout de suite après les événements du World Trade Center, 2 ans plus tard, il y a des études qui ont été faites pour voir, comment les gens avaient interprété tout ça. Et ils ont fait tous les médias, puis ils ont fait entre autres Fox, puis en questionnant les gens qui regardaient Fox News, ils leur ont posé la question « Qui, d'après vous, est derrière ça? » Puis 75% pensaient que c'était Saddam Hussein et qu'il n'y avait rien à voir dans ça. Il y a des choses, je pense que les médias ont créé eux-mêmes. On a parlé d'opinion tout à l'heure, beaucoup. On est allé beaucoup vers les fameux dollars qu'il fallait trouver. On est allé vers plus, peut-être, pour aller chercher des auditoires qu'on savait que non seulement qu'on allait gagner, mais qu'on allait conserver. Alors, depuis les années 70, je pense que la confiance, autant dans les médias que dans les institutions, ça a commencé dans les années 70. Mais ça a toujours été présent. La tentative de manipulation ou des gens qui cherchent ça, des conspirationnistes. On parle encore de l'assassinat de John F. Kennedy. Puis les gens font toujours pas confiance aux commissions d'enquête, à tous les reportages qui ont été publiés. Ça a toujours été présent, mais la COVID a réellement exacerbé quelque chose, a touché quelque chose au plus profond des gens. Puis on a de la difficulté à ramener ça. C'était ça, j'allais demander, est-ce que c'est possible de ramener ces gens-là? Les ramener, c'est une bonne question. Moi, je pense que, en fait, c'est pas moi qui pense ça. Là. C'est vraiment, les études le démontrent aussi. Plus tu essaies de convaincre quelqu'un qui est dans un spectre quelconque, d'un côté de la polarisation, puis tu essaies de le convaincre, de le ramener vers le centre, plus il s'en va à l'extrême. Alors, je parlais de civilité.
il y a des choses qu'on n'entendait pas auparavant, qui se disent maintenant, des choses qui se faisaient pas auparavant, qui se font maintenant. Moi, j'ai jamais vu des journalistes se faire cracher dessus pendant des points de presse. J'ai jamais vu des caméramans se faire, dans un pays comme le nôtre, là, se faire retirer leur caméra puis se la faire casser au sol. Des journalistes littéralement intimidés même par les politiciens. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas auparavant, qui sont de toute évidence, qui ont l'air acceptables pour une partie de la population. Je pense qu'on a un examen de conscience comme société à faire là-dessus parce que, tu sais, dans le fond, la question, c'est les médias sont essentiels. Pourquoi? Puis, je le disais tantôt, chien de garde. Mais c'est parce que, tu sais, on a un travail à faire pour s'assurer que le citoyen n'est pas juste bien représenté au niveau politique, il est bien représenté aussi au niveau de l'information de ce qui se passe dans ce domaine-là, dans le domaine de l'économie, et on voit de plus en plus qu'il y a un clivage de société entre les classes très riches et les classes moins riches. Et ça, encore une fois, ça ne fait qu'exacerber cette espèce de pression puis de polarisation. Puis on voit un petit peu, les médias sont un petit peu pris dans le milieu. Puis là, on essaye de voir comment on peut aller chercher la jeune génération, parce qu'on ne l'a pas, cette jeune génération-là, de toute évidence, là. Ils vont chercher des contenus qui sont plus attrayants, qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont été élevés avec ça, puis nous, on n'est pas là. Est-ce que le salut des médias passe par la jeune génération? Et si oui, comment on fait pour aller les rechercher? Ah, bon Dieu, la question 1 million. Est-ce qu'elle passe par la jeune génération? Bien, c'est sûr que si on n'a plus personne... Tu sais, moi, je vois des chiffres qui sont inquiétants, là. En région, par exemple, un téléjournal à 18 heures est regardé à 82% par des gens qui ont 63 ans et plus. Qui représente 40% de la population. Donc, il y a un bon morceau du 60% qui n'est pas représenté. On voit un petit peu sur certains de nos trucs une baisse, là, audio, par exemple, une moyenne d'âge qui est plus basse. Mais tu sais, il y a du balado là-dessus, ou il y a de la radio et du balado. Je pense qu'on a un effort à faire pour se rapprocher. Quand je parle des plus jeunes, là, je suis entre du 25-54, là, parce que dans le sens que c'est ça qu'on essaye d'aller chercher et qui n'est pas là, qui n'est pas au rendez-vous. Fait que ce qu'il va falloir faire, c'est faire plus de terrain, se rapprocher d'eux, échanger avec eux, les écouter. Il y a un truc aux États-Unis qui a été démarré qui s'appelle Challenging the Narratives. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu n'essaies pas de le convaincre qui n'est pas à bonne place, tu essaies de comprendre pourquoi il n'est pas à bonne place. Alors, les questions que tu dois poser, c'est pourquoi vous pensez comme ça? Qu'est-ce qui vous a amené là? Et ça, peut-être que ça va nous permettre de faire un petit peu plus de chemin puis de créer un lien de confiance. Puis il va falloir aussi s'intéresser à des trucs qui les intéressent eux. L'accès à la propriété, l'environnement, l'éducation des enfants, le manque de services dans les écoles ou en santé. Et ça intéresse beaucoup les jeunes. Et je pense qu'ils veulent s'engager pour trouver des solutions, puis ils veulent qu'on leur amène des pistes de solutions. Alors, c'est à nous de commencer à être plus présents là, de créer ce lien-là, puis de jaser avec eux, puis vraiment de les écouter, d'arrêter de penser qu'on a la solution à tout. Pour terminer l'entrevue, Jean-François, ce festival du journalisme international à Carleton-sur-Mer, tu as accepté d'y venir. Pourquoi? Ah, c'est fondamental. Tu vois, ça fait partie de l'espèce de cheminement de confiance. Si on veut créer de la confiance, il faut expliquer ce qu'on fait dans la vie. Il faut être transparent par rapport à ce qu'on fait. Il faut être authentique par rapport à ce qu'on fait, puis il faut l'expliquer aux gens. Puis si on ne fait pas ça, bien, on demeure dans la même dynamique où les gens doutent quand même, puis tout ça. Alors, moi, j'adore ce que je fais dans la vie. Je suis très chanceux. Je travaille dans une organisation où, tu sais, on aime beaucoup dire les meilleurs créateurs sont là, passent par là. C'est un grand privilège. Mais il faut partager avec les gens pourquoi on croit à ça aussi. Pour les aider à mieux évaluer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, parce que ça change vite. Tu le sais plus que n'importe qui. Tu es là-dedans depuis 1995 dans le numérique. Puis là, ça va vite. Et les gens ne comprennent pas toujours la vitesse, puis ne comprennent pas toujours nos choix à cause de cette vitesse-là. Puis je pense que c'est une bonne occasion de l'expliquer. Jean-François Rioux, merci. Merci beaucoup, M. Guglielminetti. Parmi les gens qui se sont déplacés pour assister aux discussions, aux activités de ce festival, on retrouve aussi des ex-journalistes, des ex-politiciens
et dans certains cas, des gens qui ont fait les deux métiers. Et c'est le cas de ma prochaine invitée, Christine Saint-Pierre. Vous la connaissez peut-être comme ministre de la Culture, ministre des Relations internationales du Québec, mais avant, souvenez-vous, elle a eu sa vie de journaliste et elle a couvert notamment l'information parlementaire à Québec, à Ottawa, et elle a été aussi correspondante à Washington pour Radio-Canada. Je me suis dit qu'elle était l'analyste toute désignée pour porter un regard sur le journalisme politique aujourd'hui. Et en passant, oui, j'ai aussi travaillé avec elle avant son entrée en politique. Alors voici ma conversation avec Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Christine, c'est un peu particulier comme parcours, ce que tu as eu, parce que tu as eu la chance à la fois de pratiquer le journalisme politique, tu as vécu, ou j'allais dire, tu as subi le journalisme politique, et aujourd'hui, tu es un peu en retrait comme analyste. Quand tu regardes en 2024 où on est rendu la pratique du journalisme politique, comment tu perçois ça? Il y a des jours où je me compte, c'est-à-dire je me dis, ils sont bien chanceux parce que c'est très facile d'aller chercher de l'information. Les médias sociaux peuvent aider. Tu peux faire une recherche facilement. Tu peux aller chercher une citation qui a été faite il y a plusieurs années ou plusieurs mois. Puis il y a d'autres jours, je me dis, les pauvres journalistes, ils ont à se battre contre toute la désinformation, tout ce qu'il y a dans les médias sociaux qui n'est pas produit par de véritables journalistes. Et ils doivent faire compétition avec ces gens-là qui s'improvisent journalistes. Et ce que je trouve aussi vraiment triste, c'est la perte d'emplois journalistiques, de journalistes professionnels. On voit des stations qui ferment, on voit des coupures de postes, on voit une information locale et régionale qui est en train de disparaître. Ça m'attriste énormément. Tu parles des journalistes, donc, qui ont maintenant plusieurs sources d'information, mais aussi de tentatives de désinformation. Mais quand tu regardes ça, ça veut dire quoi pour la qualité de la démocratie? C'est René Lévesque qui disait que quand on est informé, on est libre. Qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen, ça? Le citoyen, bien, il semble parfois un peu perdu dans tout cela et c'est notre rôle. Et d'ailleurs, ce qui se passe ici aujourd'hui, je trouve que ça contribue à faire comprendre le métier de journaliste, à faire comprendre les enjeux, les problèmes, le fait que parfois ils font face à beaucoup de blocage de l'information. La loi sur l'accès à l'information est complètement dépassée. On reçoit des documents caviardés et on n'a pas la transparence à laquelle on a droit comme citoyen. Moi, quand je suis rentrée en politique, j'ai souvent dit, avec l'expérience que j'ai eue en politique, j'ai souvent dit que si je retournais au journalisme, je serais une meilleure journaliste. Pourquoi? Parce que je comprends davantage ce qui se passe, les processus, ce qui se passe derrière les portes closes, les discussions qui peuvent y avoir au sein d'un caucus. Je le saisis davantage et je suis capable aussi de décoder un peu plus certaines déclarations ou certaines choses qui surviennent. Je ne suis pas parfaite, là, mais je contribue avec beaucoup de plaisir au magazine web L'Actualité et en même temps, dans mes articles, j'échange aussi sur ce que j'ai vécu, comment on voyait les choses ou comment on avait traité certains sujets et ça me plaît énormément. Mais pour revenir à la population en général, il faut absolument qu'on trouve le moyen d'amener les plus jeunes, parce que, bon, on est une population, évidemment, la population vieillit, mais d'amener les plus jeunes à une littératie journalistique, comprendre les processus politiques. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir des cours dès le primaire et secondaire, expliquer comment l'information fonctionne, comment on peut faire des reportages, c'est quoi être sur le terrain, la différence entre être sur le terrain et ne pas être sur le terrain. Et ça, je trouve que ça pourrait être des beaux projets de société. Parce qu'on le dit, tu l'as dit tantôt, comme René Lévesque le disait, être informé, c'est être libre. Ne pas être informé, c'est ne pas être libre. Alors, tu les mentionnais tout à l'heure, puis je vais revenir là-dessus, parce que tu es une des premières élues à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour essayer de passer, quelque part aussi, la barrière des médias et de communiquer directement comme politicien aux citoyens. Puis encore aujourd'hui, tu es présente sur les réseaux sociaux. Quand on a été journaliste, quand on a été ministre, aujourd'hui, moi je te vois comme une analyste là, avec tout le bagage que tu as. C'est quoi le rôle que tu vois pour toi des réseaux sociaux?
Je trouve que c'est un outil extraordinaire. Lorsque on a commencé à découvrir, par exemple, Twitter ou Facebook, moi j'étais plus utilisatrice je suis encore plus utilisatrice de Twitter, j'étais politicienne et je voyais dans ce moyen de communiquer-là, effectivement, passer mon message sans avoir à passer le filtre à travers le filtre journalistique. Donc, je pouvais expliquer mon point de vue, comment je voyais les choses, et je trouvais ça formidable. Je trouvais aussi que lorsqu'on faisait une conférence de presse, par exemple, on pouvait envoyer sur ces médias sociaux-là plein d'informations, de déclarations, et ça me fascinait énormément. Je me disais, j'avais ma petite salle de nouvelles à moi, là, tu sais, et ça, je trouvais ça formidable. Ce qui a vraiment rendu ces médias sociaux-là un peu désagréables, c'est les réactions. Les réactions de gens qui n'ont rien à voir dans le milieu journalistique ou qui commencent à te crier des bêtises. Moi, je les bloque. C'est pour ça que tu dis, je t'admire parce que tu continues. Je continue parce que je les bloque, ces gens-là. Je n'ai pas d'affaire à leur répondre, je n'ai même pas d'affaire à les lire. Systématiquement, bye, bonjour, je vous bloque. Ça amène parfois, par contre, des petits dérapages, et je l'ai fait moi-même. J'ai dérapé sur les médias sociaux. Tu sais, à un moment donné, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais dit des choses sur le coup de l'émotion. Tu n'as pas réfléchi pas 5 minutes. Sur le coup de l'émotion, tu as lâché ça, puis là, ça s'en va dans l'univers, puis tu reçois des tonnes et des tonnes de messages. Et il a fallu que je me discipline. C'est-à-dire réfléchis avant de publier, pense à ton affaire, regarde ton texte. Et il a fallu que je me mette certaines balises, parce que parfois l'émotion nous fait dire des choses qu'on regrette plus tard. La femme d'aujourd'hui, si elle pouvait rencontrer la jeune journaliste qui a commencé à l'époque à Québec, elle lui dirait quoi comme conseil? Ah, quelle belle question. Je lui dirais que j'ai beaucoup d'estime pour elle, parce que je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile aujourd'hui pour un journaliste, même s'il y a accès à beaucoup d'informations. Tu peux aller sur tous les médias à travers le monde pour aller chercher de l'information. C'est un métier qui est beaucoup plus difficile qu'à l'époque, parce qu'il y a une rapidité d'exécution qui est extraordinairement rapide. Nous, au début, tu fais un reportage de la journée pour le préparer et puis tu le livres pour 5 heures ou 6 heures. Là, maintenant, c'est automatique. La nouvelle a déjà été discutée par tous les analystes avant que la conférence de presse ait lieu. Alors, je les admire énormément. Alors, je lui dirais, sois patiente, prends ça un jour à la fois et assure-toi toujours d'être à l'aise avec tes convictions. Puis, ça va bien aller. Dernière question. Tu es ici, à Carleton-sur-Mer. Tu as décidé, c'est la citoyenne qui est ici, avec son bagage. Pourquoi tu as décidé de venir ici aujourd'hui et assister à ces rencontres, à ces conférences? Qu'est-ce que ça représente, le festival, pour toi? Sur un plan personnel, je connais bien Bertin Leblanc, qui a été mon réalisateur à Washington. Alors, c'est lui qui a pensé à tout ça. Et la première fois qu'il m'avait parlé de ça, son projet, j'ai dit, c'était complètement fou. Il n'y a pas personne qui va aller là. Et lui, je pense qu'il c'est un visionnaire. Il veut amener l'information vers les gens pour que les gens réalisent comment ça se passe et qu'ils voient en chair et en os les vedettes qu'ils voient à la télévision. Et ça, il trouve ça, les gens, je pense, apprécient énormément. Et ça va grandir, le bouche à oreille va faire son œuvre. Et alors, c'est pour ça que je suis ici. C'est en amitié par amitié avec Bertin, mais en même temps, c'est ma vie, là. L'information, le journalisme, la politique, c'est ma vie. Puis j'ai besoin de continuer, moi. Même si j'ai laissé la politique, puis j'aime pas le mot retraite, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de continuer à être sur le terrain, puis j'ai besoin de comprendre comment ma société fonctionne et de ne pas être complètement en décalage par rapport aux jeunes. Je veux pas être en décalage par rapport aux jeunes. Je veux comprendre ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent nous dire à nous, puis leur souhaiter bonne chance. Bonne suite de festival. Merci, toi aussi. Alors là, mes 2 prochains invités, on pourrait faire un film juste avec leur effort pour venir participer au festival en provenance d'Haïti. Les journalistes Étienne Côté-Paluc et Jean-Daniel Sénat ont parcouru
petites routes et montagnes à pied et en moto pour faire leur chemin jusqu'à un aéroport sécuritaire pour prendre l'avion d'Haïti et venir partager leur expérience de journalisme en zone de chaos avec les festivaliers. Je vous propose d'écouter ma rencontre avec eux. Messieurs, avant l'événement, j'ai suivi votre périple sur les réseaux sociaux. C'est tout le travail juste pour sortir de l'île, tout le périple que vous avez eu pour venir ici, de la marche, de la moto, c'est un peu fou. Est-ce que ce que vous décriviez pour sortir de l'île, est-ce que c'est le lot du quotidien pour arriver à faire votre travail? C'est une bonne question, mais oui et non. Des fois, on s'en rend pas compte, mais effectivement, logistiquement, travailler à Port-au-Prince comme journaliste, c'est extrêmement compliqué. Comme je disais, des fois, on l'intègre dans notre quotidien, mais quand on prend un pas de recul, on réalise que juste trouver du gaz, quand il n'y a plus de gaz dans les pompes, dans les stations-service, il faut aller l'acheter au noir. Il faut, pour faire fonctionner des trucs de base, se rendre d'un point A à un point B. Juste ça, c'est compliqué. Les prix des choses aussi qui ont quadruplé. Maintenant, c'est plus cher à faire son épicerie à Port-au-Prince qu'à Montréal. Donc, il y a beaucoup d'aspects logistiques comme ça qui sont complexes. Où aller, ou pas aller. Tu as le droit d'aller là, mais pas là. Il faut que tu saches à l'avance où tu peux aller parce que tu peux pas juste t'aventurer dans un quartier que tu connais pas. Il faut vraiment que tu te renseignes avant, être sûr que c'est correct ce jour-là, si c'est dans une zone de conflit, tout ça. Donc, c'est toujours compliqué. Tout devient un peu logistiquement complexe. L'avantage qu'on a eu dans le voyage qu'on a fait, c'est que au moins, c'est pour ça qu'on a fait ce périple-là à travers un très, très compliqué, des montagnes. On a monté et descendu des montagnes. Ça a été toute une aventure. Moi, j'ai pris un gros bateau pendant 5 heures. En tout cas, ça a été toute une histoire. Mais au moins, on n'a pas vu d'armes. On n'a pas eu à croiser des territoires qui sont contrôlés par des bandes criminelles. Donc, c'était plus relax à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour nous, c'était une aventure. On l'a pris vraiment comme un voyage, comme un trip qu'on se faisait. On allait voir la montagne, voir les régions éloignées, vraiment perdues, où il n'y a plus de services de l'État, où c'est vraiment une route abandonnée, puis qui est remplie de roches, puis qu'il faut comme contourner. En tout cas, c'est compliqué. Mais au moins, c'était une vie paisible, c'était une vie où notre sécurité n'était jamais vraiment été en péril. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous, à Port-au-Prince, on habite dans un quartier, on est dans un quartier assez... on est voisins dans le quartier, du même quartier, donc... on est très proche du centre. Donc, quand il y a eu depuis 2 mois et demi, il y a eu beaucoup d'attaques, de tirs sur le Champ de Mars, qui est la grande place publique au centre de Port-au-Prince. On est très proche, donc c'était toujours très inquiétant. Au quotidien, c'est très lourd de vivre avec cette inquiétude-là. Est-ce que les groupes qui sont à 5-6 rues, 12 rues de chez toi, à quel moment ils vont décider de prendre la direction de ta maison, de rentrer dans ton quartier? Donc, on doit toujours rester à l'affût. On entend des tirs, où est-ce que ça vient, est-ce que c'est proche, est-ce que c'est loin, quel quartier, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Comme en plus c'est notre travail de journaliste, on est toujours un peu sur les nerfs au quotidien. Donc là-dessus, c'était un petit peu plus relaxant de prendre la route, mais sinon au niveau logistique, c'était vraiment complexe, puis c'est comme ça aussi en ce moment, vivre en Haïti, c'est complexe, c'est logistiquement difficile, il y a plein de choses de fermer. Le gaz, on a dû l'acheter au noir pour pouvoir faire la route simplement, donc la même chose au jour le jour, c'est la même chose. Tout ça, c'est compliqué, donc à ce niveau-là, ça se ressemble. Mais quand on fait à la fois de la presse écrite et de la radio, c'est pas évident. À un moment donné, il faut vous déplacer, il faut aller rencontrer. Le téléphone, c'est beau, l'Internet, c'est beau, mais vous êtes en contact avec des gens. Comment ça se vit au quotidien? Bon, ce qu'il y a eu, c'est que par rapport avec la COVID-19, ça a changé nos habitudes de contacter, de recueillir les témoignages des gens. Maintenant, c'est plus facile de faire ça par téléphone, etc. Mais de toute façon, les défis demeurent, puisque si vous devez interviewer quelqu'un qui vit dans un quartier qui est contrôlé par des gangs, c'est sûr que sous la menace de ces éléments armés, et cette source-là ne va pas se confier à toi. Donc, c'est un peu difficile de faire tout ça. Et à cela s'ajoutent les quartiers où il est difficile maintenant de se rendre. Étienne vient de le mentionner tout à l'heure. On est perpétuellement obligé de consulter, de savoir quel quartier fraîchir, quel quartier ne pas fraîchir, à quel moment de la journée on doit sortir dans les rues, dans quel quartier où il y a des enlèvements, dans quel quartier il n'y a pas d'enlèvement. Donc,
quand on est journaliste à Port-au-Prince et qu'on travaille dans l'actualité, on ne peut jamais décrocher. On ne peut jamais se déconnecter parce qu'il faut toujours être en contact, il faut toujours s'informer, non seulement pour informer le public, mais aussi pour s'informer soi-même, pour savoir est-ce qu'on est en danger ou pas. J'ai l'impression que ça fait des années que c'était compliqué. En tout cas, avec les années, ça se compliquait de faire votre travail. Mais là, on est rendu à un moment donné où, ben là, on peut apparenter ça à une zone de guerre, là. Vous avez développé un sixième sens, à toujours avoir un œil à côté. Vous couvrez l'actualité, mais vous êtes toujours en train de penser à la prochaine heure, la prochaine journée. Comment vous arrivez à travailler avec ça? On se pose pas trop. S'adapter. Ouais, on a fini par s'adapter, on a fini par pouvoir mesurer le danger et avoir les bons réflexes, avoir les bons sens. Et puis on a fini par avoir le réflexe qu'à chaque fois qu'on entend une explosion ou un boom, quelque chose de fort, une fraction de seconde, on se dit, est-ce que c'est une balle? Et si c'est une balle, d'où ça vient? C'est vraiment ça. Je me souviens quand j'étais arrivé à Montréal, le premier jour, tu entends un pow! Puis tu sais, c'est peut-être un exhaust ou une tube d'échappement ou quelque chose. Puis finalement, ça te prend une fraction de seconde. Tu dis, ah non, c'est vrai, je suis pas à Port-au-Prince. C'est pas ici que ça tire, c'est correct. Oui, des fois aussi, on essaie de localiser pour savoir ça provient de quel quartier. Des fois, on fait des appels. Des fois aussi, on essaie de déterminer il s'agit de quel calibre parce que chaque arme, chaque calibre a un son différent. Il va reconnaître les calibres. Là, c'est un gros calibre, ça, c'est un automatique, ça, c'est... S'il y a beaucoup de tirs aussi, on sait que ça, c'est des bandits. S'il y a un tir, on sait que c'est un tir de précision de la police. Ouais. Selon les tirs, on peut savoir si justement c'est un ou l'autre. Et puis, Port-au-Prince, c'est une ville, même Haïti, je dirais, c'est une culture où il y a beaucoup d'autogestion dans les quartiers. Il y a les communautés sont très rapprochées. Souvent, c'est dans les communautés moins fortes que ces gangs-là, ou ces groupes criminels armés-là se développent. Donc, veut pas, même si ça reste un lieu de guerre où c'est quartier après quartier, les groupes criminels essaient d'envahir pour le contrôler, mais dans le reste de la ville, il y a comme des milices populaires qui sont là pour essayer de défendre, d'empêcher qu'ils envahissent, puis s'assurer que tout est beau, puis ces bandes criminelles-là sont incapables de sortir de leur quartier parce qu'il y a ces milices-là partout, dans tout le pays, en fait, qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de formation de ces groupes criminels-là dans leur propre région, dans leur propre zone. Comment ça se vit dans la communauté journalistique? Dans votre cas, Étienne, vous avez votre publication. Dans votre cas, vous travaillez pour un grand quotidien, vous travaillez pour la radio. Vous avez des collègues, des confrères. Comment ils vivent ça? Est-ce que vous avez créé de nouvelles façons de communiquer, de travailler? Oui, et on partage des informations et on partage les contacts aussi. Et donc, on se soutient quoi. Étienne et moi et quelques amis, et chaque week-end on se rencontre pour essayer de décompresser un peu. On prend une bière sur notre quartier, etc. Et puis bon, c'est ça. Et puis bon, et malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui ont été malheureusement contraints de fuir le pays et sous la menace des gangs. Certains ont été victimes de tentatives d'assassinat, de tentatives d'enlèvement. Certains ont été intimidés. C'est vraiment dommage. Donc ça aussi, c'est pour dire que travailler comme journaliste à Port-au-Prince, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On essaie de faire comme on peut et avec toutes les précautions que cela demande, mais ça ne nous épargne pas du danger. Ça peut survenir n'importe quand. C'est un engagement aussi. C'est presque une profession de foi là-dedans. Une profession de foi. C'est la seule Haïti qu'on a. Donc, nous qui avons, entre guillemets, les moyens ou en tout cas des opportunités de travailler dans notre métier sur place, tant qu'en tout cas, je ne sais pas pour toi, Jean-Daniel, mais en tout cas, tant que je ne me sens pas menacé, personnellement visé, je profite de cette chance-là de pouvoir rester puis de continuer à faire le travail malgré tous nos amis qui partent, surtout ceux avec des familles beaucoup ou des gens qui n'avaient pas vraiment d'emploi, même ceux avec des emplois qui sont partis parce qu'ils avaient carrément trop peur. Nous, on a réussi à se développer une bulle, une espèce de manière de fonctionner qui nous permet puis de continuer à travailler parce que un des gros problèmes, c'est l'emploi. Mais donc,
d'avancer dans notre carrière, quand même, de ne pas se sentir limité dans ce qu'on fait. Donc, pour beaucoup, c'est très limitant parce que les sujets qu'on traite aujourd'hui par rapport à Haïti sont très limités aussi sur des thèmes spécifiques. Donc, si tu es un journaliste culturel en ce moment pour Port-au-Prince, c'est la déprime parce qu'il n'y a pas grands événements à couvrir. Tu sais. Vous travaillez tous dans l'ère du numérique. Votre magazine, il est numérique. La radio, c'est de l'électricité, c'est les tours de communication. Comment ça se passe de ce côté-là? Parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas toujours être là. Ça ne doit pas être toujours facile. Bon, et pour la radio, le seul défi qu'on confronte là maintenant, c'est les pénuries de carburant. On arrive quand même à s'y adapter. On réduit dans notre programmation. Et en ce qui concerne la radio pour laquelle je travaille, et pour voir comment on pourrait passer la crise et ensuite reprendre notre programmation habituelle une fois que la crise est terminée. Mais les soucis technologiques, on arrive quand même à travailler, même si des fois il y a des coupures au niveau de l'Internet, et des fibres optiques, etc. Et les pénuries de carburant aussi, ça peut affecter le fonctionnement des compagnies de téléphonie. Mais de toute façon, nous en Haïti aussi, on est un peuple très résilient et on a l'habitude de se confronter aux défis. C'est peut-être ça qui explique que les médias continuent de travailler. Et ouais, c'est ça. on a tellement eu de problèmes. Si on vit déjà à Port-au-Prince, c'est une boîte à difficultés. Les difficultés sont partout, mais les médias, ils font preuve de capacité à se surpasser, à surmonter ces défis pour pouvoir continuer à informer la population, mais surtout pour pouvoir maintenir les emplois, parce que là, on est en plein dans une crise économique. Les médias, ils vivent essentiellement de la publicité, mais l'économie en Haïti, ça s'est arrêté complètement depuis le 29 février. Donc, il faut beaucoup d'engagement, il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup d'empathie comme patron, comme chef d'entreprise pour pouvoir essayer de garder les employés, même si c'est difficile. Puis on fait ça parce qu'on aime Port-au-Prince, on aime la ville aussi. C'est une ville qui est extrêmement à l'origine vivante. Moi, quand je l'ai connue, il n'y avait pas d'heure où tu pouvais sortir prendre un verre, tu pouvais marcher dans les rues à 3-4 heures du matin, tu n'avais pas trop peur. La plus grande crainte que tu pouvais avoir, c'est un pickpocket ou un voleur qui te pique ton téléphone, mais c'est ça la grosse crainte. Il n'y avait pas rien d'autre. Il y a 10 ans, c'était les carnavals, c'était les fêtes et tout ça, et c'est ça qui nous garde aussi. Et souvent, avec les difficultés qu'on vit en ce moment, on oublie, on finit par accepter, c'est ce que j'essaie des fois de me combattre, d'accepter les difficultés qu'on a en disant « Ok, c'est normal, tu sais, on le pense même plus, mais pour vivre il n'y a plus de courant dans la ville, donc ça prend au moins une génératrice, sinon des batteries, acheter juste des batteries, ça coûte 1500 $2,000 $ pour une maison, là on parle pas de l'installation des panneaux, les panneaux, tout ça, donc ça demande un investissement en argent, en énergie, qui est vraiment compliqué. Tes batteries tombent, mais là il faut que tu gères, là. Moi j'ai dû acheter 700 $ canadiens de gaz pour mettre dans ma génératrice le mois dernier. Puis il faut que j'en achète un autre le mois prochain parce qu'en ce moment on l'utilise beaucoup, il n'y a pas assez de courant, puis les batteries sont pas bonnes. En tout cas, c'est toutes des choses qu'il faut calculer. Je sais que chez Jean-Daniel, il y a une antenne satellite pour l'Internet. Donc, pourquoi? C'est parce que localement, il y en a des fournisseurs d'Internet, mais ils sont pas très fiables. Il y a des moments où ça tombe, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de compensation. Donc, quand on travaille avec ça, des fois, c'est plus simple d'avoir une antenne. Dans ce cas-ci, ça l'a sauvé quelques fois. C'est toutes des choses qu'il faut apprendre à vivre. En même temps, ça fait vivre d'autres choses. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison en région aussi, puis on est 100% solaire, puis ça nous montre un peu l'avenir de ce que sera le reste du monde, peut-être. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, il faut prendre des expériences aussi assez incroyables qu'on vit. C'est des choses uniques qui ne se vivent pas ailleurs. Puis bon, je pense que c'est une profession de foi, mais je reste toujours à croire que c'est quand même une chance qu'on a de pouvoir couvrir ces événements-là à Port-au-Prince, en Haïti, en ce moment. En terminant, j'en reviens pas que vous ayez fait tout ce périple-là pour arriver et participer à ce festival-là. Quand on vous a contacté la première fois pour vous dire on voudrait vous avoir à Carleton-sur-Mer, mais il va falloir que vous fassiez tout ce chemin-là pour arriver, pourquoi vous avez accepté de venir participer à l'événement?
Moi, on m'avait contacté depuis septembre de l'année dernière. On ne savait pas que, on ne savait pas que l'aéroport allait être fermé. On était très confiants. On avait même pris de date. C'était en mai. On devait laisser Port-au-Prince pour un vol direct pour venir ici. Ouais, mais finalement, ouais, c'est ça, ouais, venir à Montréal. Donc, après tout ce qui était arrivé à l'aéroport, etc. Étienne et moi, on réfléchissait, on se disait que bon, est-ce que quand même on va se rendre? J'ai dit, bon, on avait pris l'engagement et surtout qu'on va parler d'Haïti, nous, on aime vraiment ça parler d'Haïti, mais surtout avec notre perspective, avec notre vision de la situation, on s'est dit, bon, écoute, ça vaut la peine essayer de faire l'aventure, de faire tout ce chemin pour venir ici, non seulement pour participer, mais pour évacuer un peu, pour pouvoir dormir, pour pouvoir respirer, en attendant de revenir dans notre pays pour continuer à travailler. Partager avec des collègues aussi, ce qui est intéressant dans un festival comme ça, c'est de faire plein de rencontres ou de revoir des gens qu'on connaît. On est un peu, bon, je parle peut-être pour moi un peu plus, mais comme correspondant à l'étranger, quand on travaille pour des médias qui ne sont pas du pays où on est, pour la plupart en tout cas, ça fait du bien de voir des collègues un peu une fois de temps en temps, de comprendre un peu que c'est une dynamique différente ici, donc d'être un peu de se sentir un peu partie de la gang, ça fait du bien aussi. Bien, messieurs, je vais vous remercier infiniment pour le temps que vous m'avez accordé, mais surtout, merci d'être venu à Carleton-sur-Mer parce que c'est un peu d'Haïti que vous amenez ici, puis en espérant que vous puissiez repartir un peu avec de la Gaspésie pour leur en amener là-bas, avec l'espoir qui va avec. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. C'est un vrai plaisir d'être là. Merci. Comme je vous le disais hier, l'intérêt et le succès de ce festival de journalisme de Carleton-sur-Mer, c'est entre autres la grande participation du public, un public intéressé par l'information, mais aussi le monde de l'information et ceux qui y travaillent. À ce sujet, je vous propose d'écouter ce témoignage d'une festivalière que j'ai croisée un peu plus tôt aujourd'hui. Mon nom, c'est Jacqueline Caillouette, j'habite Bonaventure. J'ai toujours intérêt à ce qui se passe dans le monde. J'écoute les réseaux sociaux, je regarde les réseaux sociaux un peu, puis j'écoute la radio souvent. Mais de voir tous ces journalistes ici pour nous parler de conflits dont on entend parler, et pas seulement de conflits, des femmes comme Florence Abénas qui viennent de France l'an passé. Je trouve que le festival, c'est tout près de chez nous. Ça coûte presque rien. L'an passé, c'était gratuit. Cette année, 10 $, 15 $ pour des discussions avec les meilleurs journalistes au monde. On avait Yann Kelly qui vient d'Europe. Je ne peux pas tous vous les nommer, là. Herzégovine qui est aux États-Unis. On les voit assez quotidiennement dans nos médias, de les voir en personne, venir nous parler de leur quotidien comme journalistes. Puis dans ce temps de mauvaise information, désinformation, c'est tellement important d'avoir la vérité. C'est pour encourager ces journalistes-là aussi à revenir et à continuer de donner de la vraie information. C'est vraiment pourquoi j'ai passé 2 jours ici. J'ai manqué quelques conférences, c'est sûr, mais je reviendrai l'année prochaine s'il y en a un, c'est sûr. Fait que ça m'emballe. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode spécial de Mon Carnet, en provenance du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Je tiens à remercier l'organisation du festival pour sa collaboration, ainsi que TELUS, qui, avec son soutien financier, permet la production de cette série de reportages. Je vous donne rendez-vous demain en soirée heure du Québec, pour la 4e et dernière édition de cette série spéciale de Mon Carnet. Demain, on parlera avec le prof en journalisme de l'UQAM, Jean-Hugues Roy. On va parler avec le journaliste Antoine Robitaille de Québecor Média et aussi avec 2 jeunes femmes qui étudient en journalisme à l'ATM de Jonquière. Ça, c'est pour demain, mais juste avant de vous quitter, voici ma seconde chanson pour le festival. Je vous dis à demain. Au revoir. Dans la vie de Carleton-sur-Mer, à la baie des Chaleurs, on se rassemble pour se parler, pour mieux se comprendre. Dans le monde du journalisme, on veut faire la lumière sur les médias, les journalistes et tout ce qui se passe en mer. On capte chaque histoire, chaque mot, chaque détail. On écrit avec passion
la vérité. On veut tout révéler car on sait qu'ensemble on peut tout réaliser. Dans les mots de la vérité, on se retrouve à Carleton-sur-Mer pour discuter ensemble, pour aller plus loin. Les médias, les journalistes, on veut tout démêler. Dans la baie des Chaleurs, la vérité va briller. Se rassemblent pour se parler, pour mieux se comprendre. Dans le monde du journalisme, on veut faire la lumière sur les médias. Les journalistes, on veut faire la lumière sur les médias. Les journalistes et tout se passe en mer, on capte chaque histoire.